va parler retour d'expérience, exemple de travaux qu'on peut réaliser sur les piscines et gymnases, puisque c'est ton sujet que tu connais bien. C'est ça. Voilà, merci, merci à toi. Et puis je suis à côté de toi pour les quiz. Hein. Entendu. Merci beaucoup et merci à Nargis, Vincent, Alexis d'avoir dressé le tableau global du contexte des assujettis aujourd'hui. Donc, comme l'a expliqué Xavier, moi je vais insister sur la partie davantage opérationnelle qu'on connaît bien chez Helio Solutions. Je vais commencer par présenter rapidement qui nous sommes, puisque nous sommes une société de services en efficacité énergétique présente dans tout l'Hexagone et l'Outre-mer. Et on existe depuis 2018, donc on intervient sur tous les projets d'amélioration énergétique à destination d'une clientèle professionnelle, personnes morales, privées ou collectivités qui ont des velléités à réaliser des économies. Et justement, lorsqu'on a répondu à ce dont parlait très bien Vincent tout à l'heure, cette phase d'analyse, puis ensuite de construction d'une stratégie d'économie d'énergie pour arriver à l'opérationnel, c'est là qu'on intervient justement pour aborder la question des financements, des leviers d'optimisation financiers qui vont permettre de faciliter le passage à l'acte. Donc on intervient de bout en bout, de l'amont des projets jusqu'à la réalisation, et on est en mesure, comme je vous le disais, dans tout l'Hexagone et en Outre-mer, de proposer un accompagnement clé en main et sur mesure. Pour commencer, une petite question. Alors ça fait écho à quelques questions du quiz qu'on avait déjà abordées. Quelle est la principale énergie de chauffage des piscines collectives en France ? Peut-être te laisser faire le compte à rebours. On a trois réponses possibles, mais je te laisse sur la scène. Parmi lesquelles Voilà, l'électricité, le gaz ou le fuel. On laisse le public répondre. Alors 5 secondes. Allez, 4, ça c'est facile. 3, 2, 1, 0. Voilà, vous avez voté. Benjamin, alors quels sont les résultats ? En majorité, le gaz. Est-ce que c'est ça ? Superbe, c'est quasiment un sans faute. Effectivement, c'est le gaz. Et étant donné que ça fait l'actualité en ce moment pour certains exploitants, que ce soit en régie ou en délégation de services publics, la hausse du coût de l'énergie est en train de devenir un vrai sujet et il existe aujourd'hui des leviers techniques qui permettent de réduire un petit peu la contrainte sur tout ce qui est production de chaleur, notamment via le gaz qui coûte si cher. Une deuxième question cette fois-ci. Alors, qui, pour le coup, suit la question précédente. C'est quelque chose dont on a beaucoup entendu parler lorsqu'on parle d'optimisation énergétique. Il existe des sujets, j'y reviendrai un peu plus tard, qui concernent la récupération de chaleur. Alors, vous me voyez venir et c'est écrit sous vos yeux. Quelle bonne raison, ou pour quelle raison une piscine collective peut-elle être construite à proximité d'une patinoire ? Il y a eu énormément de projets qui ont été faits, que ce soit dans le neuf ou même en rénovation, et qui ont porté leurs fruits en matière de réduction de la consommation d'énergie rapportée à l'usage. On se retrouve souvent sur une patinoire avec d'énormes besoins en froid qui nécessitent des groupes froids de haute puissance. Et il se trouve que la chaleur dégagée par ces groupes, plutôt que de s'échapper, peut être récupérée justement pour pouvoir alimenter les besoins de préchauffage des centres aquatiques. Et c'est ce qui a pu être mis en place, pour le coup, sur certains établissements sur lesquels on a eu le plaisir d'intervenir. Et il en résulte, comme je le disais au départ, une baisse proportionnelle de la consommation. Donc sujet intéressant s'il en est, et je reviendrai par la suite sur d'autres opérations de récupération de chaleur avec d'autres dispositifs. Une piscine municipale, pour rester sur les centres aquatiques, représente-t-elle plus de 50% du coût énergétique à la charge d'une commune ? Je rajoute en moyenne, puisque c'est vrai que la question a été abordée un peu plus tôt. Voilà, donc, oui, on a répondu pour une commune, hein, mais c'est peut-être pas toutes les communes. Voilà, il y a deux réponses, c'est A, oui, B, non. On vous laisse voter. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, Benjamin, quels sont les résultats alors ? Voilà, oui, à grande majorité. Alors Ulysse, qu'est-ce qu'il en est ? Alors c'est non, puisque pour le moment en tout cas, il y a une étude assez récente de l'ADEME
qui nous explique que pour le moment, et je précise que c'est en moyenne, la part de la consommation d'un centre aquatique pour une commune est située entre 20 et 30%. On peut se poser la question, étant donné l'accélération et la hausse du prix du gaz, et c'était la première question de départ, de ce que ça pourrait représenter si justement ces centres aquatiques restent en exploitation à des fins de loisirs ou de services publics. Voilà, donc c'était un peu tricky comme question. Et je passe à la suivante, et la dernière je crois. Quelles sont les préconisations de renouvellement journalier d'eau de bassin en litres par baigneur? Ça paraît un peu technique comme ça, mais on reste dans le bain, sans mauvais jeu de mots. Voilà, donc ça c'est la quantité d'eau qu'il faut mettre par baigneur en renouvellement. Hein. En renouvellement de bassin. De la nouvelle eau, donc 10 litres par jour et par baigneur, 30 litres par jour et par baigneur, ou 100 litres par jour et par baigneur. Allez, on vous laisse voter. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Allez, Benjamin, quels sont les résultats? On est rodé. 30 litres, ça c'est la majorité. Et Ulysse, alors qu'est-ce qu'il en est comme réponse? C'est en majorité une bonne réponse. Effectivement, les directives justement préconisent de renouveler l'eau de bassin de 30 litres par jour et par baigneur. Donc les variations de fréquentation qu'on a pu connaître en période Covid par exemple ont fait fluctuer ça. Au-delà de ça, il faut quand même aussi préciser qu'il y a des vidanges obligatoires et puis des appoints nécessaires qui sont effectués par les exploitants. Dans les faits, on se situe quand même un petit peu au-dessus de ces fameux 30 litres. On est en moyenne autour de 50 litres. Et j'aime rappeler ici que non seulement il s'agit d'eau et qu'en ce moment aujourd'hui on parle d'économie d'énergie, mais il ne faut pas oublier cette ressource précieuse qui est l'eau. Mais il s'agit aussi d'eau chaude puisque celle-ci vient de l'extérieur et a besoin d'être amenée en température. Et j'y viendrai par la suite. Il y a des moyens d'amener cette eau en température en diminuant la contrainte sur les équipements de production de chaleur. Ah, c'était pas la dernière question, pardonnez-moi. Combien y a-t-il de gymnases en France? Il n'y en a pas que pour les centres aquatiques. Oui, ça, on n'en a pas parlé, ça, donc peut-être que le public va moins savoir. Donc il y a 3 réponses possibles, 1500, 4000, 17 000. Allez, on vous laisse voter. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, Benjamin, les résultats. 17 000 en majorité. Est-ce que c'est bien ça, Ulysse? C'est plutôt bien répondu, de manière générale. C'est ça. Et lorsqu'on considère un gymnase, donc c'est au sens de l'assujettissement du décret tertiaire, on entend par là des gymnases à grande hauteur, entre 6 et plus de 10 mètres de hauteur sous plafond, multisports. Et si on creuse davantage, puisqu'il existe d'autres centres sportifs multisports de plus petite taille, on peut pousser justement ces espaces de pratique de sport en collectif à 60 000 établissements en France. Rentrons dans le vif du sujet en abordant la question des gymnases. Alors tout à l'heure, encore une fois, Vincent avait appuyé sur le fait qu'une fois que les stratégies étaient prises et que des décisions d'investissement pouvaient être prises par les collectivités, il existe tout un tas d'opérations. La liste que vous avez sous les yeux n'est évidemment pas exhaustive. Il existe plusieurs manières, plus ou moins, avec des investissements plus ou moins importants, de réduire sa consommation. Et aujourd'hui, étant donné que les gymnases sont des bâtiments avec des volumes d'air très très importants à traiter, une des opérations justement sur lesquelles il y a énormément de gains énergétiques à réaliser, il s'agit de l'installation de systèmes de déstratification d'air. On en entend peu parler, mais il s'agit d'un effort facile à faire, puisque physiquement l'air chaud monte dans ce type d'établissement, et grâce à des systèmes de brasseurs d'air qui vont mélanger l'air et permettre à l'air chaud de redescendre, on va homogénéiser la température en évitant d'augmenter la température de consigne, par exemple des chaudières qui peuvent servir à chauffer les locaux. Donc c'est un gain à minima qui peut être mis en place, et je reviendrai par la suite puisque un exemple traite de ce sujet-là. Il y a aussi la mise en place de pompes à chaleur de type RO ou OO pour alimenter
des aérothermes par exemple, mais aussi, Vincent en parlait tout à l'heure, il y a des efforts à faire sur l'enveloppe et beaucoup d'opérations liées à l'isolation en toiture, en comble, l'isolation thermique par l'intérieur ou par l'extérieur, qui sont aujourd'hui des opérations de travaux plutôt bien financées et qui peuvent, dans le cadre d'une rénovation dite globale, une rénovation globale, donner droit à des financements parfois bonifiés pour la maîtrise d'ouvrage ou le propriétaire exploitant privé qui souhaiterait mettre ça en place. On a parlé du traitement d'air, évidemment, c'est un gros sujet pour les piscines et il y a plein d'opérations que vous avez sous les yeux maintenant qui pourront être retrouvées sur les centres aquatiques. Les VMC double flux ou simple flux, d'une part pour le contrôle hygrométrique, le contrôle de la température, sont des postes sur lesquels la consommation est très importante. Et dès lors qu'il y a de l'asservissement et de la régulation de ces machines en fonction de différents facteurs d'influence, je parlais d'hygrométrie, mais aussi la fréquentation ou la détection CO2, détection de présence. Les gains en termes d'économie d'énergie peuvent être très importants et les financements associés pour les collectivités d'autant plus élevés. On a parlé de régulation et un peu plus tôt de monitoring, de remontée d'informations qui sont des actions de sobriété à minima qui peuvent très rapidement se faire pour des gains en énergie assez rapides et importants. Ajouté à ça, il existe différentes solutions, et notamment via la gestion technique du bâtiment, qui permet, sur les différents usages qui sont listés en dessous, que ce soit la ventilation, l'éclairage, le chauffage, le refroidissement ou d'autres automatismes, permet de piloter les usages et pas seulement d'avoir une lecture de la consommation de ces usages. Aujourd'hui, et c'est un des enjeux qui a été aussi mis au goût du jour via le décret Bax, il va être obligatoire pour certains bâtiments de s'équiper de systèmes de gestion technique du bâtiment d'ici 2030, justement pour pouvoir avoir un pilotage plus fin des usages dont on vient de se parler. Aujourd'hui, dépendamment de la surface, dépendamment de ces fameux usages et des puissances installées, il peut être tout à fait pertinent d'automatiser la consommation de son bâtiment via cette intelligence qui est un petit peu la gestion technique du bâtiment. C'est le chef d'orchestre qui permettra de déclencher certains usages, de compter sur l'inertie du bâtiment pour pouvoir en réduire la consommation. Et je finirai là-dessus, les raccordements à réseau de chaleur font partie d'autres sources aussi qui permettent à la fois le chauffage des gymnases, et j'y viendrai par la suite, des centres aquatiques, puisque il est en effet possible d'avoir une source de production de chaleur chez soi sur site qui est proprement individuelle, mais de plus en plus, et à l'heure où on tente, et où les collectivités tentent de mutualiser la chaleur produite dans des centres de tri par exemple, il faut se saisir de cette opportunité qui, lorsqu'elle est bien justement saisie en amont des chantiers, peut donner droit à celui qui souhaite être raccordé ou à celui qui souhaite améliorer son poste de livraison en sous-station, peut avoir des financements conséquents. Un exemple qui concerne un gymnase, je vous en parlais tout à l'heure, la déstratification, c'est un dispositif de brassage qui permet d'homogénéiser l'air et d'éviter d'augmenter la température de consigne des éléments chauffants. Sur cet exemple-là, et ça s'applique aux autres centres sportifs multisports avec lesquels on travaille pour des communautés de communes ou collectivités, le montant des travaux, le pourcentage de couverture par les financements peut atteindre jusqu'à 88%, parfois au-delà, dépendamment de l'ampleur de l'opération, dépendamment du nombre aussi de déstratificateurs dont on va avoir besoin pour atteindre cet objectif d'homogénéisation de l'air. De la température de l'air plutôt. L'avantage, c'est, en plus des actions de monitoring et de sobriété dont on parlait au départ, ça permet d'atteindre une baisse de la consommation de gaz, évidemment pour ceux qui l'utilisent pour le chauffage, notamment via des aérothermes par exemple,
d'avoir une baisse de la consommation de l'ordre de 20 à 25%. Pour aborder le sujet des piscines, maintenant, vous remarquerez que bon nombre des opérations dont j'ai déjà parlé sur les gymnases est répété ici, pour ne pas dire copier-coller. Si ce n'est la première ligne, et j'en parlais au départ, la récupération de chaleur sur les eaux grises. Aujourd'hui, les centres aquatiques, comme on en parlait un peu plus tôt, ont besoin, pour des questions sanitaires et de normes, de changer les eaux de bassin, de filtrer, de procéder à des vidanges. Et toute cette eau qui initialement est amenée à température, vous disiez tout à l'heure 28 dans certains centres aquatiques, 30 pour les bassins, 32 pour les enfants. Donc cette eau-là, qui arrive du réseau, a besoin d'être portée à une très haute température. Et lorsque les vidanges ont lieu ou lorsqu'elles sont filtrées en surface, elles s'évacuent et on se prive potentiellement d'une partie d'eau chaude. Effectivement, il faut la filtrer, l'extraire si, d'un point de vue hygiénique, elle a besoin d'être nettoyée. En revanche, les calories qui sont à l'intérieur, elles partent aux oubliettes et on a vraiment tort de laisser partir ça. Aujourd'hui, il existe des dispositifs de récupération de chaleur sur les eaux grises qui permettent, par un dispositif d'échange thermique, de récupérer ces calories-là pour réduire la consommation des équipements qui portent l'eau en température pour le confort des occupants. C'est ce qui a pu être fait en Île-de-France. Il y a un exemple dont je vais parler après, sur un établissement qu'on a accompagné dans cette opération-là, qui engendre des économies substantielles à l'heure où, encore une fois, le coût du prix du gaz est en train de prendre une part plus importante. L'exemple dont je vous parle, donc à Bourg-en-Bresse, on a travaillé conjointement avec un installateur et la communauté de communes de Grand-Bourg Agglomération sur le centre aquatique Carré d'eau. S'ils sont présents en distanciel, je les salue. Et donc l'installation a consisté à mettre en place ce système de récupération de chaleur sur eau grise et aussi à mettre en place un contrat de performance énergétique avec le professionnel. Nargis, vous disiez tout à l'heure que effectivement les économies d'énergie, dans la mesure du possible, c'est bien lorsqu'elles sont entérinées et contractualisées, lorsqu'il y a un engagement de la part du professionnel qui s'investit. Et dans ce cadre-là, c'est exactement ce qu'on a pu faire, puisque notre bureau d'études intégré a participé à l'élaboration du périmètre sur lequel le contrat de performance énergétique allait se construire, a permis d'accompagner à la rédaction de ce fameux contrat, et a permis, et ça c'est un des avantages aussi permis par le dispositif de financement duquel on parle aujourd'hui, les certificats d'économie d'énergie, a permis de couvrir une part encore plus importante de l'investissement pour pouvoir le financer dans sa totalité. Évidemment, tous les sites ne se ressemblent pas. Si des maîtrises d'ouvrage s'interrogent sur la possibilité de faire ça chez eux, ça mérite évidemment de s'entourer de professionnels d'AMO qui permettront d'identifier la pertinence à mettre ça en place. Mais encore une fois, il y a des financements qui sont disponibles et c'est une opération qui est facilement réalisable. Et c'est un petit peu redondant, mais avec des taux de couverture très importants. Je vous laisserai consulter, puisque le lien est actif, pour ceux qui sont à distance ou lorsque la présentation sera disponible, vous pourrez consulter ce retour d'expérience de la part de la communauté de communes. Ah, c'est en lecture. Je voulais passer à la slide suivante. J'ai peut-être ripé sur la touche. Merci beaucoup. Entendu. Désolé, j'ai pas eu le tutoriel au début. Pour finir sur ce fameux exemple, on parlait d'économie d'énergie. Donc là, effectivement, ça permet d'économiser en moyenne à l'usage 35 000 € par an. On parle d'une installation qui a été finalisée il y a moins de 2 ans. Avec les nouveaux ratios de coût de l'énergie, il y aura forcément une modification en valeur absolue. Mais on parle aussi d'économie d'eau, puisque ce système qui a été mis en place permet justement sur des centres avec, je crois qu'on parle d'une fréquentation à 300 000 baigneurs par an,
bien avant la période Covid qui a réduit un petit peu la fréquentation, eh bien, consomment énormément d'eau pour les raisons dont on parlait tout à l'heure lorsque j'ai posé la question dans le quiz, de réintroduire 30 litres, plus de 30 litres en moyenne par baigneur lorsque ceux-là viennent visiter les centres aquatiques. Ça réappuie sur play. Excusez-moi, je le fais 2 fois. OK. Pour résumer et pour avoir une idée un peu plus globale de qui est Hélio et en complément de ce que je disais au départ, donc nous avons en interne les ressources et un bureau d'études intégré qui propose l'accompagnement dont on parlait au départ pour les collectivités grandes et moins grandes pour répondre à la, comment dire, à la mise en place du décret tertiaire et justement pouvoir définir sa situation de référence et être accompagné sur ces sujets-là. Nous sommes en mesure de réaliser des audits énergétiques, de mettre en place les stratégies dont parlait Vincent pour pouvoir convenir avec les maîtrises d'ouvrage d'un calendrier pluriannuel d'investissement pour atteindre cette fameuse échéance de 2030 qui arrive rapidement. Nous avons les outils de mise en place du suivi de la consommation énergétique pour du multisite ou pour du monosite. Et encore une fois, Nargis en parlait, le levier des subventions, ça peut être un facilitateur, et c'est ce en quoi on propose aux maîtrises d'ouvrage d'être accompagnés, puisqu'il existe aujourd'hui tout un tas de dispositifs, que ce soit des leviers privés comme les C2E ou publics comme les aides régionales européennes, qui peuvent s'articuler et être complémentaires de toutes les aides disponibles. Et c'est ce en quoi on peut être d'une grande aide pour faciliter les investissements et permettre d'atteindre ces obligations. Je vous remercie beaucoup et je reste disponible pour vos questions. Voilà, on peut applaudir Ulysse. Merci Ulysse pour cette... garde ton micro encore une seconde pour les questions. Merci pour cette présentation. C'était parlant en tout cas d'avoir des exemples concrets. Finalement, ce que je découvre sur les piscines et comme sur les gymnases, c'est qu'il y a des aides qui sont colossales et finalement peut-être que les collectivités ne sont pas au courant des aides auxquelles elles ont droit et sur lesquelles elles peuvent engager des travaux qui vont leur faire des économies d'énergie immédiatement ou très rapidement. C'est vrai et ça mérite justement de faire ce devoir d'accompagnement. Aujourd'hui, au sein de la structure Hélio Solutions, on propose justement de décliner en fonction des besoins et, et des ressources aussi que les communes ont. Je crois que c'est Alexis tout à l'heure qui disait qu'il a la chance d'avoir dans ses services des ingénieurs qui sont justement sur place pour pouvoir faire ce travail-là. Mais parfois, il n'est pas aussi simple pour une collectivité d'avoir accès à cette information. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on déploie de la phase amont jusqu'à la phase, disons, plus opérationnelle, où on va réunir et donner accès à l'information et au financement, puisqu'on est financier en direct sur la partie financement privé, certificat d'économie d'énergie. On permet d'aller mobiliser toutes ces aides qui sont pour le moment trop méconnues. Et en termes de travaux, si on regarde les délais entre le moment où on vous appelle et le moment où vous faites... Alors ça, tu vas me dire, ça dépend des types de travaux, mais en tout cas, sur le moment où on commence à faire des travaux, c'est quoi? C'est 1 an, 2 ans? Alors nous, on est sollicité bien en amont, puisque doit avoir lieu avant l'engagement des projets tout ce travail de recherche, d'aide et de financement pour qu'ils puissent être sécurisés. Ouais. Ah oui, c'est une obligation. Et derrière tous ces dispositifs dont on parle et ces sommes qui peuvent être mobilisées, il y a toute une charge administrative que l'on maîtrise en interne et justement qu'on épargne à ceux qui souhaitent disposer des enveloppes qui leur reviennent. Mais en général, pour finir de répondre à la question, la meilleure manière de pouvoir mobiliser au maximum ces aides, c'est de nous solliciter bien en amont des projets, après la phase APS et bien avant la phase exé évidemment, pour que l'on puisse entériner ensemble les financements qui sont disponibles pour celui qui choisit d'investir. Oui, c'est l'ingénierie financière finalement qui est une brique essentielle. Comme c'est bien connu d'ailleurs en copropriété, l'ingénierie financière qui aide à voter les travaux, et pareil pour les collectivités, pour le tertiaire. C'est ça. Merci beaucoup Ulysse pour cette présentation. On peut applaudir Ulysse.